Alors, donc, le cours d'aujourd'hui porte sur le séquençage du génome humain. Comment on a fait pour séquencer un génome qui représente, vous vous souvenez, aux environs de 3 milliards de paires de bases en homozygote. Donc, en fait, puisqu'on a des chromosomes qui sont organisés par paires, eh bien, on a au total 6 milliards de paires de bases à séquencer. Donc, enfin, dans chacune de nos cellules, on a en gros 6 milliards de paires de bases. En fait, c'est un peu moins que ça. On a 2,8 milliards fois 2. Donc, le défi qu'a représenté le séquençage du génome humain, c'était de pouvoir séquencer ce génome sur tous les chromosomes, donc sur les 23 chromosomes, plus un Y, donc 24 chromosomes, on va dire. Et puis de faire ça dans l'intégralité. Ce défi a été lancé dans les années 85 et ça a pris 15 ans. Au départ, on pensait que ça prendrait dans les 30 ans, puisqu'avec les outils qu'on avait dans les années 80, ça devait être très très long. Et puis au final, eh bien, c'était plus rapide que prévu grâce au progrès de la bioinformatique, hein, de la rapidité d'exécution des logiciels et du traitement par les algorithmes. Bref, alors, comment on s'y est pris? Ben, je vous expliquais la semaine dernière, quand on travaillait sur le séquençage humain, que dans les années 80, 85, et puis jusqu'aux les années 2000, on ne pouvait pas séquencer plus de allez, 500 paires de bases d'affilée. Donc il fallait fragmenter le génome en petits morceaux et puis séquencer ces petits morceaux. Alors, je vous avais expliqué qu'il y avait de grosses unités qui travaillaient sur des chromosomes, qui cassaient les chromosomes en petits morceaux, et puis de ces petits morceaux, eh bien, on faisait des morceaux de plus en plus petits, et puis après, on séquençait jour et nuit à raison de 300 paires de bases dans un sens, 300 paires de bases dans l'autre. On vérifiait que ça collait, et puis on assemblait les morceaux du puzzle comme ça. Alors, euh, alors il faut savoir il fallait avoir des repères. Alors, c'est ce que j'ai représenté sur ce premier schéma. Vous voyez ici des repères. Alors, qu'est-ce que c'est que ces repères, que j'ai appelés ici par des lettres? A, B, C. Donc, ce sont des petites séquences qui sont situées avec précision sur un chromosome. Prenons l'exemple d'une molécule d'ADN, donc d'un chromosome. Donc, sur cette molécule d'ADN, on savait déjà depuis longtemps, on avait pu repérer des sites particuliers. Alors, on avait deux types de repères. Des repères qui étaient des repères génétiques, qui correspondaient à des locus de maladies génétiques. Alors, on avait repéré différentes maladies génétiques et puis ces maladies génétiques, on les avait situées chez des familles de malades. Donc, il y avait la maladie, je ne sais pas moi, la Corée de Huntington ou des maladies génétiques comme ça, qui touchaient finalement peu de malades, mais dans un grand nombre de familles, et souvent des familles où on avait, par exemple, le cas idéal, c'était une maladie génétique qui venait d'une même famille ou d'un petit groupe de familles de cas isolés dans des villages. Alors voilà. Dans ce cas-là, on savait très bien positionner ces maladies sur un certain type de chromosome. Donc, et puis, on localisait ces repères entre eux. On les localisait en centimorgans. Alors, en centimorgans, le centimorgan, c'est écrit dans mon cours papier, le centimorgan, c'est une unité de distance entre ces repères, distance exprimée en centimorgan, c'est une espèce d'unité statistique. Voilà. Donc, ça s'est beaucoup fait suite aux travaux chez la drosophile. Voilà. Et puis, il y avait des repères. Il y avait d'autres repères qui étaient les repères physiques. Donc, les repères physiques, ça a eu lieu plus tard, quand on a commencé, après début du séquençage. Donc, quand on a commencé à séquencer précisément les
les chromosomes, on a pu repérer certains repères. Alors, imaginez donc un chromosome pour lequel vous aviez des repérages génétiques, puis en rond, là, puis des repérages physiques en carré. Bref, il commence à être possible de pouvoir couper le chromosome. C'est ce qu'on fait ici. Regardez, si je casse mon chromosome en le digérant de manière ménagée, digestion ménagée par des enzymes de restriction, comme je vous en ai parlé la semaine dernière dans mon cours sur les banques d'ADN génomique. Voilà à quoi servaient les banques d'ADN génomique. Donc, je casse mon génome en fragments, et puis voilà ce que j'obtiens. J'obtiens des morceaux plus ou moins grands, ok, que je peux repositionner les uns par rapport aux autres. Vous voyez, le fragment A, B, C qui est là, eh bien, il présente le repère commun avec, ah ben tiens, avec ce fragment-là. Ok. Donc, j'arrive à positionner A, B, C, qui a le locus commun avec le fragment CDE. Ah ben tiens, CDE, il présente aussi des locus communs avec un autre fragment ici. Voilà. Et puis alors, du coup, j'arrive à faire des contigs, j'arrive à faire des alignements, bref, des correspondances entre morceaux du puzzle. Ici, j'ai deux ensembles de fragments qui appartiennent au même contig. Celui-là, que je vais appeler de A à E, et puis l'autre de F à L. Et puis entre les deux, il me reste une région inconnue. Alors voilà comment ont procédé les équipes de recherche au tout début pour établir la cartographie du génome. Et puis, à partir de chacun de ces fragments, ils ont découpé ces fragments en morceaux plus petits jusqu'à les inclure dans des… Alors voilà, au tout début, vous imaginez, ces grands contigs, on avait pu les placer dans des grands plasmides ou dans des YAC ou dans des BAC, vous verrez ça dans mon cours. Et puis les petits fragments, on a pu les placer dans des plasmides plus petits, dérivés du phage M13, pour pouvoir les séquencer. Donc au final, on a réussi à faire des séquençages de bout en bout, ok, de contigs, pour revenir à partir des séquences à la carte des contigs et puis au chromosome de départ. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé pendant 15 ans, en gros de 1985 jusqu'à 16 ans plutôt, jusqu'à 2001, pour avoir une première cartographie du génome en 2001. Et puis la cartographie complète, publiée dans Nature, elle a été terminée en 2003. Donc ça, c'est le travail qui a été fait par une société, par le consortium public qui s'appelait Genome Sequencing Project, ou Human Genome Project, qui était un consortium de laboratoires publics. Et puis, à côté de ça, vous aviez une boîte privée qui s'appelait Celera, CELERA, qui était dirigée par un scientifique qui s'appelait Greg Venture, qui lui avait bien compris que le jour où il pourrait mettre la main sur les séquences de l'humanité, eh bien, il pourrait se faire énormément d'argent. Donc, il avait investi des fonds privés, il avait demandé à des boîtes privées de l'aider, et puis, au final, il n'a pas pu déposer le brevet sur les séquences trouvées. Mais ceci dit, il a trouvé un accord avec les boîtes publiques et il a donné ses résultats, il a participé. Il y a eu une espèce d'accord entre Celera et le Human Genome Project pour publier l'intégralité de leurs résultats en 2003. Voilà. Et Celera lui travaillait d'une manière un peu différente. On y verra après, on y verra tout à l'heure, on verra tout à l'heure dessus. Il travaillait par la technique du shotgun. Bon, alors passons à la suite. Des techniques qui ont permis d'avancer. Alors, comment on a pu réussir à construire les contigs, comme je vous le disais tout à l'heure là. Pour construire un contig, vous avez par exemple, ici je vous donne un exemple, vous avez un fragment qu'on appelle donc ici un clone 1. Pourquoi j'appelle ça un clone? Parce que tout simplement parce que c'est à l'intérieur d'un BAC, vous vous souvenez, Bacterial Artificial Chromosome, ou des cosmides. Donc vous avez un fragment d'ADN, un clone que vous pouvez faire exprimer par une bactérie. Et puis, à partir de ce clone, vous en tirez une sonde.
Vous faites une sonde à partir de ce clone. OK? Eh bien, vous allez chercher à partir de cette sonde, par des techniques d'hybridation, vous vous souvenez, sur gel, pardon, sur, excusez-moi, mon dessin est moche, sur membrane, vous allez essayer de localiser où s'hybride votre sonde. Vous vous souvenez, c'est des méthodes radioactives qui vous permettent de dire, eh bien, sur certains de mes clones, après les avoir digérés, eh bien, je trouve que la sonde A, eh bien, elle hybride avec un certain nombre de clones. Eh bien, le clone 2, vous imaginez que ce clone 2, à partir de ce clone 2 qui est ici, là, c'est le clone 2, eh bien, vous allez pouvoir à nouveau produire une sonde qui est la sonde B. La sonde B, vous allez à nouveau refaire un thousand blot et vous allez chercher un clone 3. À partir du clone 3, vous faites une sonde C qui va pouvoir permettre d'identifier un clone 4, une sonde D pour un clone 5 et ainsi de suite. Donc le fait de travailler comme ça, de proche en proche, pour trouver un clone A, une sonde C, puis finalement de pouvoir retrouver un clone 1, un clone 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ah, Regarde, je fais mon pirate. je vais mettre en pause. Oui. Oui. Tu mets en pause. Viens, mon pirate. Attends, là, tout à l'heure, mon grand. Tout à l'heure, là, je travaille. Tout à l'heure, mon grand, promis. Promis. Bon, excusez-moi. Donc, à partir d'un clone, donc, dans cette façon de travailler de proche en proche, c'est ce qu'on appelle le chromosome walking ou marche sur le chromosome. C'est une méthode qui a fait ses preuves et qui permet de comprendre comment on a pu travailler sur ce genre de cette méthode qui utilisait des techniques d'hybridation avec des clones chevauchants. Donc, le maître mot pour ce genre de… Voilà, il s'agit d'une application des techniques d'hybridation qu'on a vues précédemment. Donc, tout ce qu'on va voir maintenant, aujourd'hui, mis à part la technique de séquençage NGS d'Illumina, on a déjà vu toutes ces techniques, ça vous permet de réviser un peu. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à me poser une question si jamais il y a un point que vous ne comprenez pas, bien. D'accord? On est là pour apprendre. OK? Une autre technique qui avait été développée donc, par Greg Venture, c'était la technique de shotgun. Alors, le shotgun ne travaille pas du tout comme ça. C'est-à-dire, ce que vous avez sous les yeux ici, là, c'est les techniques développées par le consortium international Human Genome Project. Greg Venture, lui, avait pensé à autre chose. En fait, il était assez génial, ce mec. Il s'était dit, le génome humain, je l'explose en millions de petits morceaux, je fais travailler des techniciens, des ingénieurs pour séquencer ces millions de petits morceaux. Et une fois qu'ils ont tous la séquence, eh bien, je développe des algorithmes ultra puissants qui vont remettre ces petits morceaux les uns derrière les autres pour reconstruire les chromosomes. Alors, avec cette technique de shotgun, qui est l'autre technique donc donc le shotgun, ça s'écrit comme ça, shotgun. Hein, c'est en fait, je tire dans le tas, j'explose et après je recolle les morceaux. Alors, cette technique de shotgun, c'est ce qui est utilisé actuellement. Donc voilà, Greg Venture et avait quand même eu une espèce d'illumination, d'où le terme, enfin, bon, on reviendra là-dessus. Et il arrivait quand même, il avait deviné comment on travaillerait grâce à la bioinformatique dans les années suivantes. Voilà. Pour la technique de séquençage Illumina, je vous propose de voir une petite vidéo, ok? Et puis ensuite, on va revenir sur le résultat de tout ce travail de séquençage. Donc je vais changer d'écran et présenter maintenant une vidéo.
une vidéo sur le… faut que je retrouve. Voilà. Attendez. Voilà. Voilà. Donc, ici, une petite vidéo que je vais vous passer assez rapidement en mettant des pauses et puis des commentaires. Ça dure 5 minutes. Mais c'est une technique qui est développée par Illumina, c'est-à-dire c'est la compagnie de séquençage la plus utilisée actuellement et qui permet de faire des séquençages intégral, de génome intégral, donc toute une molécule, voilà, enfin, vous donnez en gros, vous donnez un chromosome ou une séquence à séquencer, et le séquenceur Illumina est capable de tout calculer de manière quasiment automatique. Alors ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est énormément de boulot d'ingénieur derrière pour vérifier les séquences, pour valider la méthode et tout ça. D'accord? Donc, il y a des nouvelles techniques qui ont été développées de séquençage actuel qui utilisent des enzymes qui se font en temps réel, base par base, à travers une membrane. Je ne vais pas les développer, mais sachez que cette technique Illumina qu'on appelle le NGS, le Next Generation Sequencing, c'est déjà une méthode qui est presque passée. D'accord? Donc, la méthode de Sanger dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, c'est déjà quasiment de la préhistoire par rapport à ces techniques actuelles. Et Illumina, c'est quelque chose qui est en train de tourner en ce moment. Donc, on écoute la vidéo. Vous m'interpellez si vous n'avez pas le son ou autre. C'est en anglais. The Illumina sequencing workflow is composed of 4 basic steps: sample prep, cluster generation, sequencing, and data analysis. There are a number of different ways to prepare samples. All preparation methods add adapters to the ends of the DNA fragments. Through reduced cycle amplification, additional motifs are introduced, such as the sequencing binding site, indices, and regions complementary to the flow cell oligos. Clustering is a process where each fragment molecule is isothermally amplified. The flow cell is a glass slide with lanes. Each lane is a channel coated with a lawn, composed of 2 types of oligos. Hybridization is enabled by the first of the 2 types of oligos on the surface. This oligo is complementary to the adapter region on one of the fragment strands. A polymerase creates a complement of… Donc voilà, petite pause. Donc vous avez compris, on a une plaque de glace, de verre qu'on appelle le flow cell. Donc tout ça, c'est de la microfluidique. Donc on travaille sur phase solide au départ. Et vous avez des oligos, donc des toutes petites séquences d'ADN simple brun, qui vont s'hybrider avec des fragments que vous avez produits après avoir explosé le génome. Donc vous explosez le génome avec des sites de restriction, des enzymes de restriction, de la digestion ménagée. Vous avez ces petits fragments d'ADN simple brun qui sont accolés à des oligos, donc des extensions du côté 5' et du côté 3'. Et puis ça va s'hybrider à leur séquence complémentaire. Donc là, vous voyez le violet avec le violet. Donc violet et violet, c'est les 2 complémentaires. D'oligo, on va dire 5' ou 3', peu importe. Et puis, vous faites agir une polymérase. Alors là, un peu à la méthode du séquençage qu'on connaît. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'un nucléotide est incorporé, ça va émettre une couleur. Voilà la suite de l'histoire. the hybridized fragment. The double-stranded molecule is denatured, and the original template is washed away. The strands are clonally amplified through bridge amplification. In this process, the strand folds over, and the adapter region hybridizes to the second type of oligo on the flow cell. Polymerases generate the complementary strand, forming a double-stranded bridge. This bridge is denatured, resulting in 2 single-stranded copies of the molecule that are tethered to the flow cell. Oui, alors j'ai juste oublié de vous dire qu'avant d'avoir l'émission de lumière, vous avez en fait des petits clusters en fait, qui correspondent à des amplifications des fragments, des petits fragments simple brun, par la technique des bridge amplification, ce qui vient d'être décrit là. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais retenez que vous allez avoir des spots sur votre lame de verre
où vous allez vous retrouver avec un grand nombre de petites molécules d'ADN, celles que vous avez sous les yeux, la violette et une extrémité violette et l'autre bleue. Voilà. Et après seulement, vous allez avoir l'émission de lumière. Alors, on continue. The process is then repeated over and over and occurs simultaneously for millions of clusters, resulting in clonal amplification of all the fragments. After bridge amplification, the reverse strands are cleaved and washed off, leaving only the forward strands. The 3' ends are blocked to prevent unwanted priming. Sequencing begins with the extension of the first sequencing primer to produce the first read. With each cycle, fluorescently tagged nucleotides compete for addition to the growing chain. Only one is incorporated based on the sequence of the template. After the addition of each nucleotide, the clusters are excited by a light source, and a characteristic fluorescent signal is emitted. This proprietary process is called sequencing by synthesis. The number of cycles determines the length of the read. The emission wavelength, along with the signal intensity, determines the base call. For a given cluster, all identical strands are read simultaneously. Hundreds of millions of clusters are sequenced in a massively parallel process. This image represents a small fraction of the flow cell. After the completion of the first read, the read product is washed away. Voilà. Donc, en gros, ce que vous avez à retenir sur cette technique du séquençage NGS d'Illumina, c'est l'amplification en bridge par pont. Et en fait, cette petite… alors, du coup, on découpe le fragment, on découpe le génome, j'écris ici, là, en petits fragments qu'on explose, voilà, en millions de petits fragments de quelques centaines de paires de bases. Ces fragments vont être hybridés sur le flow cell, okay. Par technique de pont, à partir d'un petit fragment, vous allez produire des millions de petits fragments identiques. Chacun de ces millions de petits fragments, enfin des milliers de fragments de petits fragments identiques, chacun de ces chacun de ces petits fragments. Donc voilà, là c'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Là, vous avez donc ces petits clusters. Et bien, chaque cluster va produire de la lumière lors de cette phase d'amplification. Voilà, là c'est de la lumière. Et vous avez un détecteur de fluorescence qui va détecter les 4 lumières séparées. Donc vous avez un enregistreur de lumière qui pixelise. Chaque spot, chaque cluster est pixelisé et codé. Et puis donc des ordinateurs derrière qui vont mettre pour les centaines de milliers de petits spots là, A, G, A, C, C, T, T, machin. Ils vont faire le séquençage de chacun. Et après, vous avez un gros algorithme qui va arranger tout ça, hein, qui va recoller les bouts ensemble. C'est la technique NGS, suite à indispensable après un traitement en shotgun d'un génome. Voilà, donc c'est extrêmement puissant. Je vais m'arrêter là dans la démonstration. Vous pouvez regarder la suite sur YouTube, bien sûr. Le reste, c'est uniquement… donc, chaque cluster doit être à nouveau testé dans le sens reverse pour être sûr que le séquençage de chaque cluster est bien juste et tout ça. Mais bref, après, c'est du contrôle qualité. Ce n'est pas ce que vous avez, vous, à maîtriser là. Vous avez juste à maîtriser l'essentiel de la technique Illumina, qui est une technique maintenant utilisée couramment. Hein, d'accord ? Voilà. Donc, je vais revenir au cours et puis vous me poserez des questions à la suite de tout ça. Je reviens sur le cours précédent. Je repartage mon écran. Voilà. Voilà, donc on en était là. La technique par hybridation chromosome walking versus la technique NGS utilisée aujourd'hui. Maintenant, on ne fait plus que du NGS. Okay, le chromosome walking, c'est juste à la fin pour être sûr, pour valider les résultats du NGS. D'accord ? Voilà. Donc, continuons cette partie du cours. Voilà. Alors, maintenant, la composition du génome. Donc, toutes ces techniques ont permis
de mettre au point, de cartographier le génome. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. D'accord? On va repartir sur une vidéo suivante qui parlera justement du génome humain. Voilà. Donc j'arrête ici.